cette erreur que vous continuez à faire, surtout dans votre livre. C'est-à-dire que vous vous adressez à qui, en fait? Si vous vous adressez aux millions de jeunes qui vos élèves, qui vos étudiants, qui vos admirateurs et qui vont lire ce livre. Si vous vous adressez à ces jeunes-là, quand vous leur parlez de la sorte, vous leur montrez une facette de vous qui n'est peut-être pas à votre avantage, parce que ce sont des choses qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas que les gens vous disent que vous êtes le gosse de transparence et d'honnêteté. Oui, mais moi je me vois honnête. Vous allez dans le sens de l'honnêteté, dans le sens de la transparence. Mais quand on vous lit, on sent nettement que dans votre microcosme, encore une fois, les gens se disent, oui, il a été le boy de tel, grâce à Fada, il a eu ceci, cela. On peut dire autant pour Fada ou pour quelqu'un d'autre que c'est grâce à lui que tel et tel. Je peux dire que c'est grâce à Alioune que je vis l'expérience de la télévision. Ainsi de suite, ainsi de suite. Mais je pense que vous lui avez accordé trop d'importance. Vous en avez trop parlé. Et pour les jeunes Sénégalais qui ne connaissent pas le milieu de la politique, qui ne sont pas dans ce milieu fermé où il faut être fils de tel, il faut être approché par tel ou tel autre pour représenter quelque chose dans ce pays, ont besoin de connaître. En plus, moi, je ne suis pas d'accord par le fait de dire qu'on est fils d'eux. Moi, je ne sais pas. Senghor n'était pas fils d'eux, Abdou Diouf n'était pas fils d'eux, Abdoulaye Wade n'était pas fils d'eux, Macky Sall non plus. Donc, je veux dire que... Le débat de fils d'eux... Voilà, exactement. Je pense que c'est... Cela est la preuve de la maturité et de la fermeté du peuple sénégalais. Tout à fait. Qui n'est pas victime du dédain, du mérite personnel, qui n'est pas complexé. Mais exactement. Certains veulent nous ennuyer dans ça. Il fallait pas trop jouer, parce que pour moi, votre parcours à vous est tout ce qu'il y a de plus méritoire. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je ne peux pas comprendre que vous dites qu'il y a des gens qui vous reprochent de vos origines modestes. Moi, quand je lis ça, c'est une aberration à mon avis, parce que personne ne peut reprocher quelqu'un. Au contraire, on doit vous applaudir pour vous dire que vous êtes parti d'une situation assez difficile. Mais allez, je veux dire que dans le microcosme, je peux comprendre. Mais quelque part, sans traduire sa pensée, mais je me dis si je me trompe, mais en fait, il exprime de front, qu'on le veuille ou pas. Il sait que, comme personnage politique, il doit convaincre deux cibles. La cible du peuple, comme tu l'as très bien expliqué tout à l'heure, mais il se débat aussi au sein d'un microcosme qui, quoi qu'on en dise, est agissant. Je ne dis pas que je suis d'accord avec tout ce que vous dites, mais j'essaie de traduire. Agissant, je ne suis pas très d'accord que ce microcosme est agissant. Mais en tout cas, c'est agissant, il y a des interactions. Si ce microcosme était agissant, le président Macky Sall ne serait pas président. Il y a des interactions vis-à-vis de lui, puisque le simple fait qu'il témoigne de ça, on ne peut pas nier qu'il y a une... S'il réagit comme ça, c'est qu'il a souffert de certaines remarques. Il a souffert de certaines réflexions qu'il considère comme injustes. Et c'est la réalité de beaucoup de personnages politiques, quoi qu'on en dise, qui sont trompés dans ce microcosme qui agit dans la sphère qui est la sienne. Ce qui ne veut pas dire qu'elle a une supré-influence sur la population. Mais oui, vous allez m'engager comme avocat. Mais mes honoraires seront très chers. Non, mais plus sérieusement, je comprends parfaitement. Le problème, ce sont ces deux fronts-là. Et quelque part, je comprends, tout combattant politique là-dessus... Je n'accepte pas. C'est ça le problème. Je comprends parfaitement, oui. Qu'ils mettent en avant. Le problème, c'est que je ne voudrais pas, par exemple, qu'il ait à réécrire ce livre. Au bout, par exemple, dans 10 ans. C'est vrai qu'il est encore jeune, mais je suis persuadé que dans 10 ans, il reprend ce livre, il l'ouvre, il aura envie de le réécrire. Parce tu penses qu'il aura trouvé, qu'il aura dit trop de choses sur le critique, qui, à mon avis, ne sont pas nécessaires. C'est-à-dire que, surtout pour les jeunes, surtout en tant que professeur, en tant que chercheur, les jeunes qui voient en lui... un espoir, un modèle. À juste titre, une idole, quelqu'un, un modèle. Donc, je veux dire, ils vont se dire qu'il a trop parlé des autres. Il a trop regardé en arrière. Beaucoup de gens comme vous avez cité plein de monde, Obama, il en a subi beaucoup plus que vous. Et je ne pense pas que quand vous lisez ces livres, vous les avez tous lus, qu'il a autant parlé des gens dans ces livres. Il a beaucoup parlé des gens. Mais non, mais pas de la même manière. Vous savez, pas de la même manière. C'est-à-dire que quand il suscite l'espoir, il faut savoir faire fi de tout ça. Comme disait, je pense, j'ai entendu ça à l'UNSA dire que Serigne Moustapha Sy, responsable moral, dit toujours en wolof, mu ne booy bay sa tool mbott bu ŋaax bu nekk nga tàcc ko sa tool dina boy parce que sinon dootoo def. Mais allez, pour vous rassurer, vous savez une chose, moi je travaille sur des bases d'études objectives. Quand je recevais ces 386 délégations, j'avais toujours en tête qu'est-ce qu'ils ont reproché à notre régime, qui veut-il comme président, le profil, quelles sont les priorités des Sénégalais.
on peut se tromper parfois en pensant qu'ils veulent ceci, alors que c'est autre chose qui est leur préoccupation majeure. Et j'ai utilisé beaucoup d'amis et de systèmes de collecte d'informations pour dire, entrez dans les bus, prenez des taxis, allez dans les grandes places pour échanger sur mes ambitions par rapport aux autres, pour voir qu'est-ce qu'ils me reprochent, quels sont mes points forts. Ça ne m'intéresse pas trop, mais quels sont mes points faibles. Mais en récapitulant l'ensemble des résultats de ces questions, j'ai noté qu'il fallait d'abord expliquer à ces jeunes et à tous ces Sénégalais que la jeunesse n'est pas un handicap. Quelqu'un qui a 60 ans, qui occupe pour la première fois une fonction ministérielle, mais est-il plus expérimenté ou plus apte que celui qui a 10 ans ou 15 ans de ministère derrière lui, car la partie de l'État ne s'apprend pas à l'école. Vous l'avez bien dit dans vos livres. Il fallait répondre à ces questions. Aider également à ces Sénégalais de voir que nous avons plus d'une quarantaine d'hommes, de chefs d'État dans le monde, qui avaient 35 ans, 30 ans, 40 ans, moins, et qui n'ont pas passé par la voie coup d'État. Vous voyez, aujourd'hui, le dynamisme de la jeunesse, on en a besoin. Il faut de l'expérience. Matteo Renzi est en train de réformer l'Italie en un rythme supersonique, parce qu'il a l'audace, il a l'expérience, mais aussi il a le dynamisme de jeunesse et également ce désir de changer les choses. Il n'est pas amorphe, il ne tombe pas dans l'inaction. Et je donne l'exemple de beaucoup d'Africains qui marquent encore l'histoire de notre continent, mais qui n'ont vécu 40 ans. Il ne faut pas que les gens acceptent de penser qu'il faut renvoyer à demain ce qui peut se faire aujourd'hui, d'autant plus qu'on peut aussi mourir jeune. Il y a ce qu'on appelle des destins météores. Vous venez, vous passez, vous faites ce que vous faites tout de suite et vous partez. Vous en avez un peu parlé en filigrane par rapport à vous et à votre famille. Merci beaucoup. Non, juste elle a dit... Non, c'est fini. Là, je voulais juste dire au docteur Alusson, le chapitre sur la famille, la foi et la politique, j'ai adoré. En tout cas, merci beaucoup et je conseillerais à tout le monde de le lire parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre de cela et surtout pour les jeunes qui sont engagés en politique, d'apprendre des expériences du docteur Alusson. Ce chapitre-là sur la famille, la foi et la politique, c'est important. La relation entre le pouvoir et le pouvoir temporel et le pouvoir religieux. Le rapport entre l'homme politique et sa famille. Parce que pour moi, pour être un bon chef d'État, ce qu'on appelle le père de la nation. Le procédure semble dire qu'il y a un père de l'État, mais pas un père de la nation. Même si on parle toujours de ce père de la nation, il peut pas être un bon père de famille, un bon oncle, un bon papa, un bon mari. Quelqu'un qui déjà à partir de la gestion de la gestion de ses relations avec sa femme, qu'il puisse susciter la volonté pour chaque femme qui a l'âge de sa femme de pouvoir être à sa place. Vous pensez que vous êtes un bon mari? Agir, poser cette question à Marie-Lo Sow. En tout cas, je ne sais pas si je suis un bon mari ou pas, mais j'ai une bonne femme et je profite de l'occasion pour la célébrer. Une femme toujours par des pirouettes, elle a dit. Et qui m'apporte le bonheur. Et avec qui j'ai pu faire ce livre, faire une thèse d'État et enfin être un babysitter la nuit avec ma belle Aïcha Balkis. Bonsoir, monsieur le ministre. Comme l'ont dit tantôt mes camarades, on a pris beaucoup de plaisir à lire votre livre, d'autant plus qu'il est très bien écrit. Et moi, ce qui m'a le plus touché et intéressé, c'est là où vous parlez de la jeunesse. Parce que, comme vous le dites, vous avez cité Ablaye Wade qui, dans son livre, disait que la disponibilité de notre jeunesse a plus de valeur que les milliards de l'étranger. Et vous l'avez redit, la jeunesse doit être vue comme une solution et non comme un problème. Et je pense que vous, votre parcours, vous représentez un peu cet espoir pour la jeunesse sénégalaise et aussi pour la jeunesse africaine, parce que je pense qu'un jeune ministre comme vous, ça ne s'est jamais vu ici comme dans les autres pays africains. Donc on ne peut que s'en féliciter. Mais je voulais savoir, vous, par rapport à votre expérience, parce que j'ai eu à interviewer le président Ablaye Wade une fois, et il nous disait qu'il ne laissait plus ses ministres agir, que lui, c'était comme le professeur et les ministres devaient développer sa vision, parce qu'il a eu à être déçu par certains jeunes ministres. Je pense qu'il parlait de Fada avec un contrat qu'il avait eu à faire quand il était ministre de l'Environnement. Est-ce que vous pensez que vous, les jeunes avec qui Ablaye Wade a eu à travailler, est-ce que la jeunesse ne l'a pas déçu? Est-ce qu'il n'a pas un instant cru qu'il vous avait peut-être trop tout mis dans le bain alors que vous n'étiez pas prêt? Merci beaucoup pour ces propos. Pour rappel,
quand vous parlez de ces déclarations d'Abdoulaye Wade, il l'a dit en ma présence une fois à Bamako. C'est lors du sommet France-Afrique sur la jeunesse africaine, ses potentialités et ses aspirations. Devant beaucoup de journalistes, y compris TV5, et l'ambassadeur de France, du Sénégal en France en sortant, Doudou Salah Diop, il a dit ceci, que j'ai toujours fait confiance à la jeunesse pour la préparer à occuper de hautes fonctions dans l'avenir et lui donner le pouvoir. J'ai fait un essai avec quelqu'un, mais par inexpérience et par empressement, il nous a coûté presque, il a failli nous coûter l'embauchement de plusieurs milliards pour avoir signé de façon douteuse quelque chose. Mais heureusement aujourd'hui, j'ai un jeune qui m'écoute bien, qui est bien formé et qui ne commettra pas de telles erreurs. La comparaison était vite faite, c'était au temps où Fada n'était pas celui qui était le mieux loti chez nous. Il faut oser le dire. C'est une comparaison qui m'a flatté, mais aussi c'était un nouveau défi pour moi. Et je jure de ce jour, je ne pourrais le décevoir dans la gestion des affaires de l'État. De ne jamais toucher un centime qui ne m'appartient pas, de ne pas parler de commission, de ne pas voler, de ne pas chercher à manger sur le dos de l'État ou de ses biens, ou des ressources publiques. Je dis, ce président, qui a 50 ans de plus que moi, je ne décevrai pas. Et je pense qu'Abdoulaye Wade n'a jamais pris sa plume pour signer un décret de révocation d'Aliou Sow. S'il est satisfait de moi ou pas, je pense que c'est à lui de répondre à cette question-là. Par contre, pour revenir maintenant à cette question de Abdoulaye Wade qui dit qu'il laissait le pouvoir, il donnait le pouvoir à ses ministres. Le ministre d'Abdoulaye Wade a 4 fois plus de pouvoir que le ministre de Macky Sall. En tout cas, moi, je ne sais pas les autres ministres, mais moi, tout le temps que je faisais ces fonctions-là, j'assumais pleinement, et j'en remercie le président Abdoulaye Wade, la fonction que j'occupais. Il ne m'est jamais arrivé de voir la nomination de directeur général ou d'un collaborateur qu'on m'a imposé. Tous les gens que j'ai nommés, pour l'essentiel, il y a eu une seule fois, un seul cas, l'interprétation qui était mauvaise de sa nomination a fait que je suis venu avec un décret et le président l'a signé. À la décentralisation, je vous dis, à la décentralisation, il m'avait donné les coups de France. Si je ne me dérobe pas, c'est parce que j'ai eu affaire à un président qui m'a fait confiance, qui m'a donné les pleins pouvoirs. Donc je ne dois jamais me cacher derrière le décret présidentiel sans assumer les conséquences de ma gestion et de mes actions. C'est un chef d'État qui fait confiance. Mais quand il vous fait confiance, il vous libère. Mais quand vous le décevez, il vous immédiatement. Mais c'est quelqu'un dont la colère est une tempête passagère. Il n'est pas rancunier, il n'est pas revanchard. Mais la jeunesse, moi j'ai très compris à travers ça. Quand vous parlez de votre fonction de ministre, vous centralisez ça sur les nominations, le fait de nommer les directeurs, de mettre des amis dans des... Parce que en lisant le livre, j'ai vu plusieurs fois où vous parliez de ça. On a l'impression que pour vous, le rôle d'un ministre ou d'un élu, c'est de caser la clientèle politique. Non. Quand Abdoulaye Wade disait ça, je pensais qu'il parlait de la vision, de ce pourquoi on nomme les gens à la tête de l'État pour travailler pour le peuple. Mais quand vous parlez de déception, vous parlez de déception par rapport à Abdoulaye Wade et non par rapport au peuple. Quand vous parlez des responsabilités que vous aviez, vous parlez des nominations et non de votre mission en tant que ministre. Alors, mais merci, en fait, peut-être que c'est l'impression que vous avez. J'ai dit tout à l'heure, d'ailleurs avant de monter sur le plateau, que je vais faire sortir bientôt un livre sur mon action ministérielle. C'est un livre bilan sur le développement local d'abord. Développement local au Sénégal, mon action ministérielle. Pour vous dire, je ne peux pas être le chantre du courage d'agir, il ne pas être un homme d'action, mais qui confond sa fonction à la promotion et à la nomination. Même s'il faut savoir que c'est à partir des nominations qu'on dispose des femmes pour accélérer le travail, pour ne pas utiliser le terme cadence qui est galvaudé aujourd'hui, avec ces gens qui ne bougent pas du tout et qui pensent que c'est le concept qui fait bouger les choses uniquement. C'est pour, par exemple, je vous donne un exemple très simple. C'est quoi l'action ministérielle chez moi? C'est ne pas promettre mais agir concrètement. C'est Aliou Sow qui vient à Ziguinchor, qui fait une tournée, qui se rend compte que les communautés rurales de la Casamance ont leur hôtel communautaire abandonné depuis 2 ans au nom d'une insécurité qui est là. Je convoque tout le monde pour dire que dans 6 mois, dans 4 mois, je vais inaugurer. Toute personne qui ne peut pas respecter son engagement verra son contrat résilié. Je prends l'engagement et je reviens. 4 mois après, j'ai fait les communautés de Bignona, de Ziguinchor, un peu partout, jusqu'à Goudron pour... Et vous allez voir, c'est Aliou Sow. Et c'est pendant ce jour que je viens à Ziguinchor, invité par mon ami Abdoulaye Baldé, maire de Ziguinchor,
lors des réunions du conseil de quartier pour me rendre compte que Ziguinchor n'a jamais eu un hôtel de ville, qu'il y avait un bâtiment des Portugais légué aux Français et que les Français ont légué après au pouvoir local qui servait de bâtiment de siège de la mairie avant la location de notre bâtiment. Quand je l'ai entendu, j'ai dit à Baldé, si je reste au gouvernement, dans les mois qui suivent, je doterai, avec l'appui du président et du Premier ministre, un des plus beaux sièges de mairie au Sénégal. À Dakar, je compte une réunion pour prendre les dispositions nécessaires. Aujourd'hui, vous avez vu la mairie. Ça s'est passé exactement comme ça. Vous venez, je viens à Kaffrine chez moi. Au maire, au niveau de ces bureaux, je me rends compte que le bâtiment est en ruine. Je dis que Wilane, je construirai ici parce que chez moi aussi, et j'ai l'action du développement local. La vous avez fait un bel hommage dans voilà comment ça se passe. Ce que j'ai fait, c'est de venir quelque part, c'est de recevoir les populations de Ngotch qui me disent qu'on a un poste de santé inachevé, il faut tant d'argent. J'appelle mon collègue de la santé, il n'y a pas de crise. Je prends un fonds de concours spécial, on réalise ça. C'est pour vous dire, c'est à Koukoto, où il y a un rassemblement de fidèles Tidjane qui sont nombreux, je me rends compte que les conditions sont difficiles. Je dis que je ne suis pas le ministre du culte, mais je ferai un fonds de concours spécial de 100 millions pour l'édifice public ici. C'est d'aller ailleurs acheter des ambulances. Donc aujourd'hui, si je fais le tour du Sénégal, je peux venir dans au moins 250 collectivités locales pour le dire. Je suis venu ici personnellement. Vous m'avez sollicité. Vous avez sollicité le président Wade. J'ai pris un engagement. Je suis revenu poser une première pierre, inaugurer et mon nom est sur la plaque. Ils ne sont pas nombreux. C'est quoi l'action concrète? Je veux dire, c'est quoi l'action gouvernementale? C'est de montrer à ces jeunes Sénégalais qui sont issus des villages, des milieux modestes, des quartiers populaires, qui doivent être les rédempteurs dans l'avenir de ces localités. Car si on réussit pour soi et sa famille, c'est un échec. C'est de repartir à cœur parté. Un village qui, lorsqu'il est devenu ministre, n'avait qu'un plus de 40 mètres. Il y a moyen d'électricité, la mosquée, un poste de santé, l'ambulance, l'école, la maison des enseignants, le stade, la résidence personnelle et inviter le président de la République pour dire voilà, ce groupe de cases en banco, qui au début, même la mosquée était en banco, voilà ce que j'ai réalisé. Après avoir fait autant de choses dans les 50 villages de la communauté que je préside. Ils sont nombreux ici à vous dire j'habite telle localité. En vérité, ils n'habitent pas cette localité, c'est la capitale régionale. C'est la capitale régionale ou départementale. Ils viennent de villages, ils ne les invoquent jamais. Ils ne s'y rendent plus jamais. Ils n'y font rien du tout. Vous avez établi votre résidence secondaire dans votre village de naissance. Oui, et je m'y rends car j'ai créé les conditions pour pouvoir y accueillir tout le monde, alors que je suis fier de voir enfin. Pourtant, qui pouvait imaginer que ce village, pour voir un jour un jeune futur ministre naître de ce village-là, qui n'avait même pas d'école. Je faisais chaque matin 3 km pour aller au village de Ségrégata à côté. Pour éviter qu'on puisse penser, le village le plus pauvre a vu un enfant qui est né, devenu ministre, et qu'il veut un peu sauver les autres. Le village où j'ai fait l'école, je parle, j'en fais une communauté rurale. J'engage la construction d'un collège là-bas, le siège de la communauté rurale. J'ai fait une subvention de plus de 40 millions avec le PNDL. J'ai fait une subvention spéciale de plus de 30 millions pour dire simplement nous sommes dans le développement équitable et solidaire. On n'exprime aucune vengeance historique ou sociale. Juste pour terminer. C'est ça l'action. Voilà, parce que je me dis que le courage d'agir, déjà, vous avez fait preuve d'un grand courage en écrivant le livre, comme l'a cité dit Alioune. Rares sont nos hommes politiques qui osent écrire. Parce que comme le dit le proverbe Wolof, et peut-être qu'ils n'ont pas envie qu'on voit certains aspects de leur personnalité. Et comme on l'a souligné tout à l'heure, quand vous parliez de vos relations avec Fada notamment, et vous l'avez dit tantôt que vous pensiez comme Napoléon, que votre conscience est seul juge de vos actes. Donc je pense que c'est peut-être parce que vous n'êtes pas quitte avec votre conscience que vous essayez à chaque fois dans le livre de clarifier vos relations avec Fada. Car ce n'est pas que Fada. Vous avez parlé de Fada, mais vous parlez aussi de ce poulain dont vous n'avez pas dit le nom. De ce poulain. Alors son nom est là dans ces moments de la Minquette. Moi, je m'a toujours indiqué que ce poulain est un garçon peu fiable, car peu courageux. Moi, je ne fais pas de vous le raillez, ses concurrents disaient que lui, il était à la solde de son ventre et de son bas-ventre. Vous n'avez pas été vraiment gentil avec. Mais moi, ce qui m'a choqué par contre, parce que, comme je le disais dans le livre, j'ai vu le courage que vous avez eu à l'écrire, mais je n'ai pas vu une nouvelle vision de la politique. Ah non, car vous n'avez pas tout lu. Oui, non, j'ai lu, mais quand je vous vois cautionner des choses, comme quand vous parlez du cas d'Abdoulaye Ndao,
que vous aviez présenté au président. Le président de la République avait demandé expressément à son directeur de cabinet de l'époque, M. Souleymane Ndiaye, de préparer le décret, de prendre toutes les dispositions pour sa prise de fonction en ma présence et celle du concerné au bureau présidentiel. Ndao entrant en possession de son téléphone, de sa villa et de sa voiture de fonction sans jamais avoir son décret signé. Donc, ce n'est pas de ma faute. Oui, mais j'ai l'impression que vous copiez. Est-ce que vous dénoncez? Mais j'ai pas. On n'a pas l'impression que vous dénoncez. On a l'impression que vous dites là que Ndao vous doit quelque chose, mais que non, comme j'ai l'impression que c'est normal que c'est normal que dans un pays les gens aient des comment on dit ça encore, des privilèges sans pour autant occuper les fonctions. Mais justement, vous savez, quand on forme une vision, on fait des propositions et on dénonce ce qu'on ne partage pas pour montrer déjà sa position. Mais là, on ne ressent pas que et on voit ça souvent où vous parlez des privilèges que vous avez donnés aux gens, mais on ne ressent, on n'a pas l'impression que vous... Non, par exemple, quand vous venez au niveau du chapitre sur utopie, promesse et politique, après le Yakar, je propose de liguer, je dresse une liste de propositions sur la bonne gouvernance, sur le développement local tel que je l'entends, avec une alternative à l'acte 3 de la décentralisation, que j'avais énoncé déjà de façon claire, sur ce qu'on doit faire pour les arabisants et pour faire une formation en langue nationale, sur l'extérieur, sur la promotion du civisme, sur ce qu'on doit faire pour promouvoir l'emploi en milieu jeune et en milieu urbain. C'est une série de propositions concrètes qui complété par un autre ouvrage intitulé « Le Sénégal de mon rêve, le programme de développement solidaire et patriotique, le PDSP ». Ça, c'est là où nous allons proposer aux Sénégalais notre vision détaillée avec les mécanismes, les moyens et le système de financement pour y arriver. C'est quand je vous dis par exemple, il n'est pas acceptable que l'âge de la retraite soit l'âge du malheur pour ceux-là qui ont donné tout à ce peuple-là. Je ne suis pas d'accord que quelqu'un qui a travaillé pendant 30 ans, 20 ans pour ce Sénégal-là, avec parfois de maigres salaires, à l'âge de la retraite, se trouve avec une pension de 15 000, 20 000 ou 30 000 francs. J'ai préconisé déjà ici sur ce plateau-là, vous vous rappelez très bien, bientôt 1 an, avant même de mettre ça dans le livre, ce qu'on appelle la pension minimale mensuelle, qui au moins, qui nous permet de ne plus voir un quel que soit celui qui gagne moins que le SMIC, mais mensuellement. Et j'ai même qu'on fasse recours à ce qu'on appelle la solidarité intergénérationnelle par la création d'un FOSIC, un fonds de solidarité intergénérationnelle. Qui des jeunes Sénégalais qui travaillent refusera de dire que j'accepte de céder chaque mois 2 000 francs de mon salaire pour alimenter ce fonds-là, car j'en serai aussi bénéficiaire, mais aussi une façon pour moi de célébrer et de rendre un hommage à nos pionniers, à nos aînés qui ont tout donné au Sénégal. Je pense qu'on va faire le tour de... Je préconise pour le développement local la création d'assemblées régionales locales, avec la suppression des conseils régionaux, bien avant la réforme là, avec la communalisation intégrale et ce que j'appelle la création des villages phares. Mon ambition, c'est de pouvoir réaliser 1000 à raison d'au moins 1 à 2 milliards par village phare, polarisant 10 villages une commune, avec le village phare comme siège. Je suis allé même plus loin, jusqu'à proposer même une démocratie participative, de sorte que même si vous avez une commune de 10 villages ou de 15 villages, une commune rurale, que le choix des conseils municipaux se fasse sur la base de la répartition du nombre de conseillers par village au prorata du poids démographique. De sorte que si Aliou Sow est un conseiller municipal en Ndionic, il sera élu par le village de Kirpaté où il habite, et qu'une fois au conseil municipal, il défendra les populations de Kirpaté et chaque fois il viendra rendre compte quand il sera là, qu'il soit ministre, premier ministre ou tout autre, son sort est scellé à ce quartier, à ce village qu'il représente. Sinon, on peut avoir une commune de par exemple 50 quartiers ou de 100 quartiers et que plus de 80% des conseillers soient issus du quart des quartiers et les autres quartiers qui n'ont pas de représentants sont oubliés. Car, voilà. Le débat est passionnant, mais c'est vrai que voilà. nous sommes arrivés à la fin de cette font les gens dans ce livre-là et nous serons plus clairs et plus complets dans d'autres livres pour accompagner la conquête que nous menons et que nous voulons
victorieuse. En tout cas, c'est un livre que nous conseillons à tout le monde. C'est vraiment déjà rien que la photo est une très belle photo, la photo de couverture. Une couverture, on appelle ça une couverture présidentielle. J'attends le livre de Macky Sall. Le livre de Macky Sall, rédigé par lui-même. J'attends ce livre-là. Nous avons été très heureux de vous avoir sur ce plateau. C'est vrai qu'on n'a pas pu faire tout le tour. On a seulement parlé de Fada, on n'a pas parlé du GC5, on n'a pas parlé, mais bon, ce sera peut-être pour une autre émission. On vous a juste resté avec nous, on va passer à la chronique géopolitique de Kémy Séba pour terminer cette première partie. Il veut poser une question, je ne lui permets pas parce qu'on n'a plus le temps. Vous êtes très chanceux, docteur. Vous êtes sauvé. Non, je ne crains pas ta question, mais c'est sa réponse, je pense qu'il va prendre le temps. Non, mais en tout cas, je vous remercie pour cette invitation. Non, c'est nous et me réjouis de la qualité de votre émission. Merci. Très bien suivi et qui est devenue aussi une école qui fournit beaucoup d'orientation à ce peuple sénégalais. Je ne suis pas un flatteur, mais c'est parce que je trouve que vous faites de la qualité, vous servez de la qualité, que je suis honoré d'être là. On le dit, comme on a toujours l'habitude de dire, c'est la qualité des gens qui viennent dans cette émission qui fait que cette émission a peut-être cette qualité-là. Parce que nous ne faisons que vous mettre voilà, sous le feu de la rampe. C'est vous qui faites le Sénégal, c'est vous qui êtes des gens de qualité. Et c'est peut-être ça qui manquait un peu, montrer ce que le Sénégal a de meilleur et ce que l'Afrique a de meilleur. Voilà, avec Kémy Séba qui est sénégalais d'adoption et qui va nous faire sa chronique géopolitique. Il essaie de mettre tu vois, un pansement sur ma plaie. Comme il m'a oblitéré la question dangereuse que je voulais lui poser. C'est parce qu'on va rentrer encore. On est parti pour une demi-heure. Très malin. Alors, mes très chers frères et sœurs, bonsoir autour de ce plateau et ceux qui nous regardent donc, au Sénégal, mais aussi dans toute l'Afrique de l'Ouest. C'est un plaisir de vous retrouver. Dans toute l'Afrique. Oui, mais a fortiori dans l'Afrique de l'Ouest, je pense. C'est là où c'est la zone de prédilection. Dans toute l'Afrique francophone. Voilà, francophone, on va dire ça comme ça. Le sujet de ce soir est très simple et va être le plus synthétique possible. Non, vous restez juste avec nous. Oui, je pense que ça sera intéressant. Ça va juste une dizaine de minutes. Et ça peut vous servir si vous êtes président un jour ou l'autre par rapport au sujet qu'on va aborder. On va parler ce soir donc de la CPI et des personnes qui sont derrière cette CPI dont tout le monde parle. 3 lettres qui symbolisent pour différentes personnes différentes définitions. Pour les opposants de la CPI, c'est la chasse des présidents insoumis, indépendants, incontrôlables pour certains. J'adresse une pensée à ce sujet d'ailleurs à Laurent Gbagbo le président Laurent Gbagbo qui est actuellement à La Haye. Et de l'autre côté, la CPI, c'est le symbole de la Cour pénale internationale, symbole d'une justice mondialiste, n'est-ce pas, où le principe d'éthique, de droits de l'homme, de vérité, de dignité est soi-disant, prétendument parlant en tout cas, inséré à l'intérieur de ce cadre. Lorsque l'on parle de la CPI, qui est considérée comme un fruit étrange dont très peu de gens arrivent à percer les secrets, il est intéressant de reprendre à notre compte ce proverbe, cet adage qui dit que parfois pour comprendre la saveur d'un fruit, il faut savoir où les jardiniers ont planté l'arbre. Eh bien on va enquêter sur les jardiniers, on va enquêter sur la nature de ces jardiniers, où est-ce que l'arbre a été planté et de quelle manière ils arrosent justement, de manière pécuniaire, on y vient, justement cet arbre en question qui donne ces fruits que certains mangent et que d'autres recrachent, en l'occurrence Blé Goudé notamment et Laurent Gbagbo. Officiellement, ceux qui financent la CPI ne se cachent pas. En tout cas, il y en a qui ne se cachent pas. Ils sont en majorité issus de l'Union européenne, avec à sa tête la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne. Il y a aussi d'autres pays en dehors, évidemment, de l'Union européenne qui financent cette cour, en l'occurrence le Canada, etc. Et il y a de l'autre côté, donc ça c'est 50% la première partie, environ 50% l'autre, c'est des ONG, organisations non gouvernementales, ou des personnes privées, dont on sait très peu de choses généralement, parce que la plupart du temps, les personnes ne cherchent pas à creuser, elles restent sur la définition officielle en disant l'Union européenne contrôle la CPI, ce qui n'est pas suffisant comme argumentation lorsque l'on veut avoir un débat critique de fond. Officiellement, les USA font partie, avec la Russie, l'Inde et la Chine, des pays qui, donc à la date du 1er mai 2013, n'avaient pas signé le traité donnant en gros une sorte de validité à cette Cour pénale internationale. Ce qui signifie qu'il y a 3 membres quand même du Conseil de sécurité de l'ONU qui ne reconnaissent pas cette Cour, ce qui n'empêche pas la Cour d'avoir quelque part le droit de juger ce qu'elle estime être passible de poursuite et tout ce qui s'ensuit. La logique matricielle de cette Cour pénale internationale, et là ça va nous permettre de comprendre beaucoup de choses, Alioune, se situe du côté de Nuremberg, 1945.
le crime des crimes, le crime sans égal. Le crime qui n'a pas d'équivalent, le génocide, la disparition des Indiens, ça ne compte pas, des peaux rouges qui se font éradiquer, ce n'est pas grand-chose, hein, ça fait des peaux rouges en moins. 400 ans d'esclavage, c'est un détail de l'histoire. Non, le crime des crimes, la Seconde Guerre mondiale, la Shoah, le sacro-saint crime, 6 millions de morts, pas un de plus, pas un de moins, et on commémore évidemment ce crime odieux-là. Ce premier tribunal donc de Nuremberg a été créé par les accords de Londres le 8 août 1945 et définit les notions, retenez bien c'est important, de crime contre la paix, crime de guerre, crime contre l'humanité. Plus tard, une déclaration a institué en parallèle le tribunal de Tokyo le 16 janvier 1946. En 1948, l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies a pour la première fois reconnu la nécessité d'une juridiction internationale permanente, capable de juger les atrocités telles que celles commises lors de la Seconde Guerre mondiale. À sa demande, la Commission du droit international a rédigé 2 statuts au début des années 50, mais ils sont restés malheureusement lettres mortes, enfin malheureusement ça dépend pour qui, car la guerre froide a rendu la mise en place d'une Cour pénale internationale impossible. On va dire qu'elle a gelé ce mécanisme-là, guerre froide qu'elle était. Mais on a dû attendre le début des années 2000, 2002 plus exactement, après une période d'intense lobbying qui a duré environ 10 ans, d'accord, pour que cette Cour pénale internationale puisse voir le jour. Le 14 mai 1993, le Parlement européen, retenez bien, et là je vais vous demander de prendre des notes pour que les détracteurs ou ceux qui parlent souvent de théorie du complot puissent apposer des éléments de fond en contradiction pour peut-être dire que nos propos, nos analyses sont fausses. Mais généralement, il n'y a pas d'éléments de fond en face de ce que nous disons. Le Parlement européen a créé l'initiative européenne pour la démocratie, que connaît certainement le docteur Sceaux, qui est aujourd'hui baptisé l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme, EIDDH. Un programme de financement d'ONG officiellement inspiré du célèbre NED, New Endorsement for Democracy, d'accord, le NED américain qui a financé à dessein bon nombre de changements prétendument démocratiques dans les révolutions dites colorées en Europe de l'Est, mais qui tente aussi, on le sait aujourd'hui, en Amérique du Sud, on l'avait vu avec l'ambassadeur du Venezuela qui était venu, qui tente aussi de renverser des régimes qu'il estime être hostiles à la vision hégémonique américaine. Intéressant à souligner comme élément. L'instigateur de ce programme européen se nomme un certain Lord Macmillan Scott. Je vous demande de taper son nom. Et il avait déclaré le 27 mai 1993 à l'EIR que les principaux partenaires de ce programme qui seraient donc le NED, le Westminster Fund for Democracy et le Foreign Office britannique et enfin la George Soros Foundation. Tiens, George Soros, encore. George Soros. Mais comment se fait-il que George Soros atterrit même dans une situation telle que la CPI? Ça me fait même pousser les cheveux. Bientôt j'aurai un afro à force de découvrir que même dans des endroits où on n'imagine pas qu'il serait là, notre cher ami George Soros, considéré comme un criminel politique en Russie, il faut savoir qu'il y a eu un mandat international que Poutine a lancé contre ce dernier. Il faut savoir qu'au Venezuela, il est considéré comme un agent, le bras financier armé de la CIA, qui renverse des gouvernements qui sont hostiles à une hégémonie américaine. Eh bien, ce George Soros-là, mondialiste devant l'éternel, fait partie de ceux qui sont considérés comme des financiers, ou qui du moins étaient là au départ, et qui a donc faisait partie des gens dont on émettait la nécessité qu'ils seraient présents, qu'ils devraient être présents pour financer ces structures. L'autre groupe de pression ayant permis la création de la CPI est la Coalition pour la Cour pénale internationale, la CCPI, largement financée et essentiellement contrôlée par une structure que vous connaissez certainement, qui s'appelle l'OSI. On va voir le logo ici, si Hamza le permet. L'OSI, Open Society Institute, financé par qui? Créé par qui? Soros. George Soros. Mon Dieu, je vais tomber dans une sorte de Soros-latrie, tellement ce personnage est encore une fois présent. Mais on va dire que c'est du hasard, sinon on va nous accuser d'être des bonnes têtes pensantes. Vont nous taxer d'être des conspirationnistes. Donc Soros est là pour la 3e fois par hasard, mais c'est un détail de l'histoire. Alors, largement financé par l'Open Society, et la CCPI a été créée par un certain Richard Dicker, de l'ONG Human Rights Watch. Qui est-ce qui est le fondateur de, je vais le demander au public, on va s'amuser un petit peu, de Human Rights Watch? Je vous le dis au hasard,
Georges Soros. Incroyable. Incroyable. 4e fois pour un seul sujet que ce philanthrope ami de l'humanité, surtout ami de ce qu'il peut en tirer, est présent. Et c'est quelque chose quand même qui nécessite une importante analyse de notre part. Donc, et il est présidé, ce CCPI, aussi, par un certain William Pace, du World Federalist Movement, qui, comme l'explique donc le site extrêmement informatif Solidarité et Progrès, a été financé, là aussi, par un certain Georges Soros. Eh bien non, ce n'est pas Kémy Séba qui est dans la Sorosphobie, je n'ai rien contre lui, je n'ai rien pour lui non plus, mais je constate que ce monsieur qui nous parle de société ouverte, qui nous parle de société démocratique, qui nous parle de société où le monde vraiment est dans une démarche de libre circulation, etc., est extrêmement présent pour infléchir sur les décisions de populations qui devraient normalement être libres de décider de leur propre destinée. Intéressant à souligner. Dernier point, l'ancien procureur donc de la CPI, Luis Moreno Ocampo, a lui-même longuement occupé des postes au sein de fondations assez intéressantes comme la fondation sud-américaine Transparency International, une ONG financée, inspirée par le prince Philippe d'Angleterre et Robert McNamara, et financée par un certain, là encore une fois, je vous demande de vérifier, je vous en supplie, un certain Georges Soros. Encore. Et avant cela, Moreno avait créé en 1989 sa propre ONG, Poder Ciudadano, excusez-moi, je ne suis pas très hispanophone, financée par le New Endorsement for Democracy. Donc avant de prendre son poste à la CPI en 2003, il siégeait au comité consultatif international de Transparency International, mais en tant que procureur, il a participé au cycle de conférences organisé par la très présente OSI, Open Society Institute, encore une fois de Soros. On a donc un message à donner aux personnes qui pensent qu'il y a aujourd'hui une justice mondiale indépendante, une justice mondiale juste, empreinte d'éthique. Nous ne sommes pas contre le fait qu'il pourrait y avoir une suprastructure qui déciderait en dernière instance de ce qui est bon, de ce qui est mauvais. Parfois, on peut avoir des problèmes avec tel État et on est bien content d'avoir des structures supérieures qui puissent juger. Mais quand on sait que la CPI est bien souvent appelée à la rescousse, soit par des chefs d'État ou par des ONG. Et lorsqu'on sait que ces ONG qui appellent la CPI sont financées par les mêmes qui financent la CPI, on tombe dans une problématique qui est que certains sont juges et partis. Et à partir de ce moment-là, on n'est plus dans une notion de justice équitable. On n'est plus dans une notion de justice qui est quelque part, on pourrait dire, qui a différents axes de réflexion, différents axes d'inspiration. Non, elle est monocolore, elle est monochrome. Des personnes qui ont autant le monopole financier sur une cour telle que celle-ci ne peuvent pas nous demander de nous plier aux règles de ces dernières. Et on comprend aujourd'hui pourquoi, par exemple, dans le cas de la Côte d'Ivoire, on a un certain Alassane Dramane Ouattara qui était très proche, il faut le dire, quoi qu'on puisse penser de ce dernier, de Georges Soros, et on se rend compte que lui qui pourrait être passible, lui aussi de poursuite vis-à-vis de la CPI, est aujourd'hui extrêmement tranquille, pendant que d'autres doivent répondre d'actes, alors qu'il n'était pas le seul dans ce jeu politique, dans cette guerre politique tragique qui a connu bon nombre de morts. Et il faut rappeler aussi, pour nos jeunes frères et sœurs africains et panafricanistes et dissidents anti-impérialistes, quels qu'ils soient, d'accord, que les personnes poursuivies par la CPI sont dans leur quasi-intégralité des gens qui sont africains aujourd'hui. Il faut qu'on se pose des questions. Les États-Unis ont bombardé des pays au Moyen-Orient. Ils ont détruit la Libye. Aujourd'hui, il y a des chasses aux nègres parce que justement le pays a été déstructuré, alors que Kadhafi en était l'un des plus grands protecteurs sur bon nombre de points, on peut en discuter. Aujourd'hui, la Libye est détruite parce que les États-Unis et la coalition occidentale impérialiste a réussi à jouer et à donner sa musique là-bas. Personne ne les poursuit, mais lorsque ce sont quelques nègres insolents, impolis, ou qui veulent décider de leur propre avenir, je ne dis pas qu'ils ont raison sur tout, mais un peu de distance critique, on se rend compte qu'ils sont poursuivis. Il est temps que les Africains apprennent à décider de leur propre destin et ne pas vendre leurs frères à une cour pénale supérieure. Voilà ce que j'avais à dire. La chronique de Kémy Séba, on peut être d'accord ou pas. Exactement. Mais le plus important, c'est de donner des faits pour être en désaccord, sinon c'est pas là. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez un mot juste. Merci. Cohérente et convaincante, battue sur des arguments qui ne sont pas tirés des cheveux et sur des faits. Merci beaucoup, camarades. Donc c'est la fin de cette première partie. Nous avons eu vraiment le plaisir de recevoir le Dr Alioune Sow pour son livre Le courage d'agir. Nous allons tout de suite recevoir en deuxième partie
d'écrivaine Nafissatou Dia Diouf pour son livre La Maison des Épices, ainsi que le rappeur Stéphane Kabou, voilà exactement, à tout de suite après une courte pause, Inch'Allah. Situé sur la VDN à 10 minutes de l'aéroport et de Dakar Centre, les résidences Mamoun, avec son concept appart-hôtel, vous propose 50 appartements et chambres d'hôtel luxueux, des salles de conférences et séminaires et un restaurant. Tous les appartements et chambres sont climatisés, équipés de téléviseurs à écran plat et de réfrigérateurs. Un décor et un confort dignes des grands hôtels européens font des résidences Mamoun le numéro 1 des appart-hôtels au Sénégal. Idéal pour la clientèle touristique et d'affaires. Pour des séjours de courtes et longues durées, nos résidences associent le confort d'un appartement au service d'un hôtel. Pour vous accueillir, nous proposons une navette gratuite aéroport résidence Mamoun, un voiturier, un bagagiste et un service de sécurité, 24 heures sur 24. Sur ce plateau avec l'école privée Cheikh Ibrahima Niass Baye de la cité Fadia. Écrivaine et chroniqueuse, elle est l'une des nouvelles plumes de la littérature sénégalaise. Son univers littéraire ancré dans une Afrique contemporaine, vivante et colorée lui a valu plusieurs distinctions nationales et internationales. Elle vient de publier aux éditions Mémoire d'Encrier son premier roman, La Maison des Épices. Nous avons le plaisir de recevoir l'écrivaine Nafissatou Dia Diouf. Montrer que le Sud est l'avenir du Nord en mettant en lumière tout ce que les entrepreneurs, les artisans et les artistes du continent africain et de ses diasporas apportent à la vieille Europe. Tel est le credo du nouveau magazine bimensuel Time for Africa. Pour nous en parler, nous recevons Koumba Thioub, qui est la directrice de publication. Né à Dakar, c'est en 1997 qu'il fait ses débuts dans le rap. Un rappeur peu ordinaire avec un flow singulier, il vient de mettre sur le marché son premier album Amnésique. Nous avons le plaisir de recevoir DJ Stéphane Kabou, alias Stéphane. Bonsoir tout le monde, bonsoir Nafissatou Dia Diouf. Bonsoir Adieu. C'est avec plaisir qu'on te reçoit on se tutoie, hein, qu'on te reçoit pour la deuxième fois sur ce plateau. Cette fois-ci c'est pour ton premier roman. C'est vrai que tu as beaucoup écrit, mais surtout des chroniques et des nouvelles. Là c'est ton premier roman qui est intitulé La Maison des Épices, que tu as édité publié aux éditions Mémoire d'Encrier. Je pense que c'est des Canadiens, c'est une maison d'édition canadienne. Donc pour ce premier roman, moi je trouve que pour un coup d'essai, on peut dire que c'est un coup de maître, parce que c'est vrai que moi personnellement je ne t'attendais pas sur ce registre-là du roman vraiment, du vrai roman, parce que c'est vrai parce qu'on a beaucoup de romanciers qu'on reçoit sur ce plateau, mais c'est vrai que l'écriture romanesque a beaucoup d'exigences que parfois les gens ne respectent pas, et vraiment on a vu dans ce moment que tu as vraiment te respecté, que ce soit dans la trame, que ce soit dans la densité des personnages vraiment
qui ont une certaine personnalité, voilà, pour parler comme ça. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, et où je ne t'attendais vraiment pas, c'est par rapport à... Parce que la Maison des Épices, comme son nom ne l'indique pas, c'est un hôpital. Là où je ne t'attendais pas, c'est vraiment dans cette description de ce qu'on peut appeler une médecine alternative. Voilà, de cet hôpital qui fait pas que de la médecine, entre parenthèses, dite moderne, qui fait de ce qu'on peut appeler de la médecine holistique, c'est-à-dire qui prend tout en compte, parce que c'est un domaine qui me passionne, moi, personnellement, sur lequel j'avais beaucoup... je m'étais beaucoup renseigné. Et ça m'a un peu surpris. Je ne sais pas, qu'est-ce qui t'a inspiré par rapport à ça? Bon, déjà, coup d'essai, je ne sais pas. J'écris depuis un moment déjà, donc j'ai peut-être pu faire mes armes à travers les différents projets littéraires que j'ai eus. C'est différent du roman quand même. Oui, tout à fait. Mais bon, c'est quand même de la fiction, c'est quand même de l'écriture. Et j'attendais d'être suffisamment prête, mûre, d'avoir suffisamment travaillé ce roman que je travaille depuis longtemps, effectivement, pour le publier, ne serait-ce que par respect pour les lecteurs. L'idée de faire évoluer mes personnages et ma trame dans cet hôpital, on peut l'appeler comme ça, un centre de soins, m'est venue de façon un peu spontanée. Je n'y évolue pas du tout, c'est très loin de ma carrière professionnelle. Et pourtant, je m'y intéresse aussi, peut-être comme certains. Et j'ai dû faire effectivement beaucoup de recherches, notamment dans le milieu hospitalier, psychiatrique, mais également auprès des praticiens que je suis allée voir, que j'ai interviewé. Ça a été de longs moments d'enquête sur le terrain avant de pouvoir écrire ce livre-là. Parce que le fait de mélanger les deux, d'allier les deux, c'est-à-dire qu'on en parle beaucoup, même Kémy Seba, on parle beaucoup sur ce plateau, les gens ne donnent pas beaucoup d'importance à la médecine traditionnelle, et pourtant ils utilisent la médecine traditionnelle, même au niveau des hôpitaux, peut-être qu'ils ne l'assument pas. Le fait de pouvoir faire cette alliance, surtout à l'intérieur d'un village, voilà, il y a beaucoup de gens qui avaient pensé à ça à l'intérieur de ce qu'on avait appelé des éco-villages, voilà, et mettre les gens un peu, avoir cette médecine alternative, une éducation alternative, beaucoup de choses un peu comme ça. Vous avez beaucoup étudié sur ça. C'était quoi le déclic? C'est ça qui m'a vraiment surpris. Pourquoi une trame autour de ça? Mon grand-père était chirurgien. Peut-être que c'est quelque part quelque chose, parce que un de mes personnages principaux est chirurgien. Mais je n'ai pas connu mon grand-père, donc je n'ai pas vécu dans cette ambiance-là. Je ne peux pas dire, c'est peut-être un legs, un héritage posthume. C'est ce que je dis d'ailleurs dans la dédicace. Donc j'avais juste envie de prendre ce prétexte-là, qui n'est pas un prétexte pour rien, effectivement, mais l'histoire est bien plus complexe que ça, et bien plus... elle ne raconte pas que le milieu médical, c'est aussi une histoire de rencontre, d'amitié, de rédemption, d'espoir. Et j'avais envie que ça se passe là, dans cet endroit, perdu au milieu de nulle part, niché sur une falaise, à côté d'un village de pêcheurs, et que la médecine qu'on dit moderne, c'est-à-dire des médecins diplômés, docteurs en médecine, qui travaillent main dans la main avec des praticiens qui ont des savoir-faire ancestraux, et qui ne sont généralement pas assez mis en valeur, ou en tout cas pas à bon escient. Parce que de nombreux laboratoires viennent en Afrique, s'inspirent de nos savoir-faire, pillent même nos richesses culturelles immatérielles, et vont ensuite les breveter, vont ensuite les rentrer dans un process industriel et venir nous revendre des petites pilules 20 fois le prix que pour écouter l'herbe qu'on cueille et qu'on met en décoction ou qu'on donne aux patients. Je trouvais ça que c'était un non-sens. Donc pour moi, c'était une façon de réhabiliter quelque chose et remettre à sa bonne place. Je vais essayer de voir peut-être ce qu'en pense Nina par rapport à... Merci à lui, je dirais une belle réhabilitation alors, parce que quand je commençais à lire, je me suis dit, dis donc, on retrouve Nafissatou dans un registre où on ne pensait pas pour un premier roman qu'elle aurait pu peut-être avoir le courage ou se dire je vais me lancer et je vais voir ce que ça donne. Et c'est très bien écrit. Je disais tout à l'heure que c'est une belle écriture, en dehors du fait qu'on sait que vous avez fait vos armes, vous avez une expérience qui vous permet de nous servir un bel ouvrage pareil. Mais dans la psychanalyse,
On a eu l'impression que c'était un psychiatre qui parlait, qui écrivait, quelqu'un qui est dans le domaine, qui est dans le métier, qui sait de quoi il parle. Et c'est bizarre parce qu'à un moment donné, le docteur Tall avec son patient, et ce patient qui est en train de se dire, mais qu'est-ce qu'il va faire, comment il va réagir, je me suis dit, bon, en lisant, mais est-ce qu'elle a côtoyé un psychanalyste? Qu'est-ce qui s'est passé dans la recherche, dans l'enquête? Maintenant que vous nous avez dit que vous avez fait de la recherche et beaucoup d'enquêtes là-dessus, est-ce qu'il vous est arrivé de côtoyer pendant longtemps, à un certain moment du travail que vous avez fait avant d'écrire, un psychiatre? Oui, des psychiatres, même à l'hôpital de Fannes. Même, je raconte une scène de Pench dans le roman. J'ai assisté à un vrai Pench au niveau de l'hôpital de Fannes où ils interviewaient ils faisaient parler des patients. Oui, j'ai côtoyé des praticiens, c'est dire. et des malades, j'ai beaucoup lu. Après, j'ai quand même laissé une part d'imaginaire aussi parce qu'il ne fallait pas que ce soit trop documenté, que ça ressemble trop à un ouvrage scientifique ou de vulgarisation. J'avais envie en plus d'amener un peu de fiction, un peu de fantaisie. Donc après, les personnages évoluent un peu librement dans ce cadre assez normé quand même qui est la médecine et la psychanalyse. En tout cas, merci beaucoup parce qu'à un moment, je vais juste essayer de lire un petit passage où vraiment on sent encore cette recherche et vraiment une recherche approfondie parce que souvent on peut se tromper sur certains aspects quand on parle d'un domaine qu'on ne maîtrise pas forcément. On n'est pas spécialiste dans ça. À la page 11, je vais passer sur certaines choses. Et le patient dit, moi j'ai juste la tête vide et l'envie que ça s'arrête. Qu'on me laisse en paix avec mes fantômes, retourner à mon inexistence la plus banale, être transparent jusqu'à me confondre avec les murs, avec la table, avec le ciel dehors qui m'appelle. Au lieu de ça, il parle. Je ne comprends rien de ces mots. Moi, le légume sur pattes. Ces mots martèlent les parois de mon cerveau vide comme des balles qui ricochent en écho. Je vois les lettres danser devant mes prunelles comme des bougies hypnotiques. Et il continue, on peut continuer à... Et quand on vous lit, franchement, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? On ne va pas dévoiler la fin de l'histoire, mais quand même, comme Alune disait tout à l'heure, avoir eu le courage de parler de cette médecine dont on ne parle pas assez, je pense, au Sénégal ou en Afrique en général, avoir le courage de montrer aux Sénégalais, aux Africains, qu'il est possible de combiner ce qu'on peut appeler la médecine moderne et la médecine traditionnelle. Ce qu'on peut appeler médecins qui ont fait les grandes études, qui ont fait 7 ans, plus des spécialisations qui peuvent aller jusqu'à 15 ans d'études généralement, et un tradipraticien qui n'a qu'une connaissance traditionnelle. On a tendance à refouler cela. Et Nafissatou vient et arrive avec un roman où on nous parle de cela. Dites-moi, je ne sais pas, on peut parler de barrières souvent quand on parle de ce genre de sujet. On peut parler également de reniement de l'autre côté parce que certains qui pratiquent la médecine moderne refusent souvent et n'acceptent pas forcément ce qui se fait dans la médecine traditionnelle. Comment vous avez pu... à un moment donné, vous dire qu'il fallait que vous vous engagiez dans ce domaine? Et est-ce que vous avez eu l'opportunité de faire lire à des spécialistes de la médecine moderne votre ouvrage? Tout à fait. Certains l'ont relu, et justement parce que je ne voulais pas faire d'erreurs d'appréciation, de genre. Pour moi, quelque chose est fondamental, et ça c'est une conviction en moi. J'ai une certaine conception de l'ethnomédecine, c'est-à-dire soigner selon la culture aussi des gens, surtout les maladies de l'âme. Les maladies du corps, bon, c'est des choses extrêmement normées, qui marchent, qui sont expérimentables et vérifiables. Le travail sur l'esprit est beaucoup plus compliqué. C'est plus difficile de ramener à une vie, entre guillemets, normale, quelqu'un dont on ne connaît pas les référents culturels. Or, ici, dans le roman, on parle d'art divinatoire, le Set, on parle de Ndep, l'exorcisme. Et tout ça, on ne peut le faire qu'en tirant sur les bonnes ficelles
sociologique des patients. Et c'est ce qui a permis à ce jeune homme-là qui est amnésique, donc qui ensuite, après avoir été soigné suite à un accident, ne se souvient plus de rien, est complètement vierge du point de vue de son esprit. Et c'est ce qui a amené petit à petit à le faire revenir au sien, revenir à la société à laquelle il appartient, parce qu'on a su tirer les bonnes ficelles sociologiques et culturelles en lui faisant faisant subir des pratiques ancestrales, traditionnelles, qui ont marché avec nos ancêtres, qui marchent encore aujourd'hui. Et c'est pour dire qu'il n'y a pas de dichotomie entre les deux. C'est vraiment un travail qu'on peut faire ensemble pour réussir encore mieux. D'ailleurs, les Asiatiques sans couper le fond. On le voit aujourd'hui, ils mettent parfaitement le traditionnel au moderne, ça marche parfaitement. Exactement, ils ont tout compris. Ils ont tout compris. On a souvent le complexe de l'Occident. Merci Nafissatou. Je suggère et je conseille à tout le monde de lire La Maison des Épices. Merci beaucoup. Merci pour ces descriptions assez claires et très précises qui nous permettent de comprendre beaucoup de choses dans nos traditions et de comprendre un peu qu'il faut mêler les deux. Il faut qu'on en arrive à ce stade. Merci. Merci à vous. Merci. Bonsoir Nafi. Bonsoir. Oui, je crois que je vais aller dans le même sens que Alioune et Nina. Je pense que, et même Kémy qui n'a pas beaucoup lu le livre, a dû l'apprécier, je pense bien. Parce qu'il ne m'a pas donné le livre. Ils ne m'ont pas donné le livre, mais ça il va le couper au montage, vous allez voir. Non, mais plus sérieusement, je pense que j'ai eu beaucoup de plaisir à lire le livre et à le dévorer même, parce que je pense que j'ai dû le lire en moins de 48 heures, en une journée et demie. Et comme disait Alioune tout à l'heure, au début, je pensais survoler le livre, mais dès qu'on est dedans, comme dans un film, on a envie de connaître la fin. Donc je pense que c'est très bien écrit, et au niveau de la trame aussi, je pense que c'est très scénarisé comme écriture. Et ce qui est bien, que ce soit dans les romans ou bien dans les films, dans les scénarios de films, c'est d'arriver à faire d'une histoire qui aurait pu être ordinaire, d'un fait divers, et d'en faire quelque chose d'extraordinaire. Et je pense que c'est ce que vous avez réussi dans ce bouquin. Et comme vous le disiez tout de suite, on sent qu'il y a eu de la recherche derrière, que ce soit dans le niveau médical, mais aussi même au niveau historique, hein, où vous parlez de cette maison qui est passée de la main des Hollandais, passée par les Portugais, les Français, qui était maison des épices, plus tard comptoir. Ce que je voulais savoir, cette maison des épices, elle existe réellement ou bien c'est le fruit de votre imagination? Je parle du bâtiment en tant que tel. Non, elle n'existe pas vraiment. C'est peut-être le fruit de différents lieux que j'ai visités. Clairement, c'est une esclaverie, donc peut-être que la maison des esclaves de Gorée m'a inspirée comme tant d'autres comptoirs. Je l'ai située dans un endroit historiquement où il n'y a pas eu de comptoir, sur la petite côte, parce que j'avais envie de situer la trame là. Elle n'existe pas vraiment. D'ailleurs, dans le livre, elle a été reconstruite à l'identique, remise pierre par pierre par cette équipe de médecins, mais effectivement, c'est toute une somme de lectures, de visites, de lieux pareils, de lieux de mémoire que j'ai voulu reconstituer avec cette maison des épices. Et j'ai voulu l'appeler Maison des Épices justement parce que je voulais qu'on garde le côté positif et le côté espérance de la chose, parce que ça a été une esclaverie. On ne renie rien, on n'efface rien, on n'oublie rien, mais on regarde vers l'avenir et on regarde le côté plus positif de la chose. Ça a été également une maison, un comptoir de négoce des épices, et c'est ce que j'ai voulu garder. Et oublier le côté sur l'esclavage. Oui. Non, mais franchement, j'ai pris un réel plaisir à le lire. Quand j'ai vu un roman par Nafissatou Diadio, je m'attendais un peu à ce que ce soit un peu dans la continuité des chroniques que vous faisiez, mais c'était carrément, c'était vraiment très différent, et bon, chapeau, franchement. Merci. Kémy ? Je vais être très court, comme l'a dit El Habib. On m'a privé de la lecture de ton cher ouvrage, mais je vais me rattraper, si tu le permets, à la fin, si tu me l'offres, évidemment. Plus sérieusement, La vie est étrange. Tu parles de thématiques aussi importantes. Je ne vais pas m'attarder sur le fond, parce que le fond a déjà été exploré par mes chers frères et sœurs, mais sur la forme et sur les thématiques sur lesquelles ton ouvrage interpelle.
de ce que j'en ai compris en échangeant avec le reste de la rédaction. Il y a 2 thématiques qui sont tabous dans notre société à l'heure actuelle, et pas que dans la société sénégalaise, dans les sociétés afro-musulmanes généralement, et dans les sociétés où l'évangélisme est en train de prendre une importance extrême. L'ostracisation, la diabolisation de tout ce qui a trait à une tradition pérenne, à la démarche du pérennialisme, la tradition primordiale, du traditionnalisme africain. Moi, je suis un petit peu plus nuancé sur l'ethno-médecine parce que parfois dans différentes ethnies, on retrouve malgré tout des points communs qui sont justement issus de cette tradition. Et tu nous interpelles d'une façon bruyante sur la manière dont un Africain qui n'est pas éloigné de son passé, qui n'est pas éloigné de son paradigme, qui n'est pas éloigné de sa conscience historique, devrait agir aujourd'hui. On a parlé de la tradition, c'est important de l'énoncer. Le deuxième aspect, c'est sur le traitement des malades mentaux. C'est aussi très tabou, paradoxalement, en Afrique. Et comme on n'en a pas trop parlé là, j'en parle un petit peu. On est dans des sociétés africaines où, je me redresse, sinon on dit que je me penche trop, on est dans des sociétés où un fou, il est mis de côté, il n'y a pas un traitement forcément approprié. Alors que là aussi, encore une fois, dans la tradition, sans idéaliser cette dernière, elle aussi a besoin, sur certains points, d'être modernisée, elle aussi a besoin d'avoir une démarche de jugement critique pour l'améliorer. Mais dans cette tradition, le patient, celui qui est considéré comme fou, est en réalité parfois pour certains considéré comme un porteur de messages, un réceptacle à messages, quelqu'un qui va entendre des voix, quelqu'un qui va entendre des esprits. Dans la tradition musulmane, on dirait quelqu'un qui va entendre des djinns qui lui parlent. Et je pense qu'il est important qu'on se pose la question de quelle manière traitons-nous, par exemple ici au Sénégal, ces malades mentaux. Quel est ton regard, toi, dessus, sur la manière dont les entre guillemets malades mentaux sont traités au Sénégal et dans les pays environnants? Donc là, tu te sors de ton rôle d'écrivain. Alors, je vais re-rentrer dans le roman en te disant qu'il y a un personnage très important du roman qui s'appelle Colonel, qui est un sous-officier en fait, qui se fait mythomane, mégalomane, fantasque, tout ce qu'on veut. Bon, ça, il n'y a pas que des fous. Hein. Je connais plein de gens qui il y a beaucoup de faux liberté aussi. Mais celui-ci est donné pour fou. Et pourtant, c'est le plus grand philosophe. Il passe des heures et des heures dans une grotte avec le personnage principal amnésique, à lui donner des leçons de vie, à lui faire un passage à l'âge adulte, parce que bon, le jeune homme a une vingtaine d'années, et en plus a tout oublié. Et ce soi-disant fou, c'est peut-être le plus lucide du roman. Donc on en revient à cette sagesse que les gens... qui est fou et qui est normal. Je pense que c'est ça la question qu'il faut se poser. On a trop vite fait d'enfermer les gens dans des petites cases. Quand tu sors du cadre, on t'ostracisme quand tu dis, on te met au banc de la société, alors que ce sont les vrais porteurs de messages, ce sont les vraies personnes lucides qui osent aller au-delà ou enfreindre des choses que la société refuse.